Polysécure, épisode spécial Norsec. Je suis avec François. Comment vas-tu? Bien le bonjour, content d'être là. Ça va très bien et toi? Très bien aussi. Tu es venu présenter un cas d'analyse parce que tu es un scientifique de données, donc tu as une approche autre sur la façon qu'on a à traiter ce qui se passe dans un SOC. Tu travailles pour une compagnie qui a un SOC géré qui traite un nombre incalculable de signaux qu'ils reçoivent. Et puis je pense que la plupart des compagnies ne peuvent même pas imaginer le volume qu'ils reçoivent, que vous recevez en pleine face. Et naturellement, c'est pas traitable humainement, ce volume-là. Donc, il y a un processus de filtrage associé à ça. Fait que je vais te laisser l'expliquer, puis je vais poser des questions, puis après ça, on va probablement descendre dans un cas réel là, pour aller plus loin. Ouais, c'est bon. Fait que c'est ça, nous, on travaille dans ce qu'on dit un large scale SOC, mais ça, c'est du managed XDR. Donc, là, les, les, les entreprises vont faire affaire avec des SOC externes, essentiellement, qui sont nous. Mais moi, moi, en termes de je travaille au back-end, j'ai accès, je vois les données de tous les clients, donc on peut faire des modèles et du filtre au niveau global sur toutes les alertes. Puis ça, ce que j'ai présenté, c'est le pipeline qu'on utilise pour filtrer les données, comme tu dis. Et tout ça, ça commence avec les détecteurs. Ça, c'est essentiellement ce que la plupart des analystes SOC et le monde qui travaille en blue teaming vont avoir vu dans leur vie. C'est des trucs, le plus basique, c'est des, des règles de détection où on va matcher sur des IOC, matcher sur des domaines malveillants, des IP malveillants. C'est très. C'est le plus simple et c'est ce qui scale le plus, pardon l'anglicisme. Oui, puis c'est des choses qui sont c'est ça les plus simples, donc prendre le moins de traitement machine pour arriver au meilleur résultat possible. Fait que c'est comme on enlève vraiment les gros morceaux qui servent à rien, score's grain, mais tu sais vraiment le vrai bruit inutile et qui est facile à retirer et tasser immédiatement. Là. Ouais, en fait, cette première étape-là, c'est c'est tout ce qui va matcher positivement va continuer dans le pipeline. Donc, c'est vraiment le plus grand filtre qu'il y a. Et c'est pas seulement des matchs sur des matchs M comme IP et tout ça. Ça, c'est des string matchs ou des matchs de regex qui sont très, très faciles à faire à scale. Ici, on parle de billions de signaux, d'événements qu'on dit. Mais il y a aussi des règles de corrélation où on va regarder juste des anomalies de ce qu'on a vu par le passé. C'est des trucs encore très basiques qu'on peut faire, qu'on peut traiter très rapidement, comme des trucs comme un utilisateur qui se connecte pour la première fois à une machine de dev. C'est une anomalie. Après, est-ce que c'est malveillant? Pas nécessairement, mais on veut le flaguer comme quelque chose d'étrange qu'on voudrait envoyer plus loin. C'est ça, c'est de te ramener, c'est ça, de filtrer ce qui est dans le fond, dans la façon dont vous le faites, vous filtrez large à ce qui est potentiellement intéressant, puis vous le descendez progressivement. Donc, à cette étape-là, ben là, le cas que tu mentionnes, effectivement, c'est étrange, mais ça ne veut pas dire que c'est méchant, donc il faut continuer à aller creuser plus loin. Exactement. Le principe, c'est vraiment de juste faire sortir tout ce qui serait le moindrement bizarre, anormal, hors norme, pour pouvoir après, par la suite, avec les étapes suivantes, filtrer de façon additionnelle. Essentiellement, ici, on va avoir encore des tonnes de faux positifs et euh, de, de, de signaux qui sont simplement bénins. Mais on parle encore ici, après cette étape, on a 0,03% des données qui demeurent, ce qui pourrait paraître extrêmement gros comme filtre. Mais en partant de billions d'événements, ça nous laisse quand même avec 2,6 milliards d'événements pour 2 semaines. Donc, ça reste énormément de données, beaucoup trop pour pouvoir traiter manuellement. Non, un humain ne serait pas capable de traiter ça, mais c'est ça, quand on travaille avec des données de cette ampleur-là, c'est justement, même si ça a l'air de filtrer beaucoup, ça demeure encore en termes de volume nominal beaucoup trop gros pour l'humain, puis on est encore dans, comme tu mentionnais, dans des filtres qui sont peu coûteux à faire rouler par la machine. Donc, encore là, ça se fait bien, ça se traite bien, mais maintenant, il faut descendre peut-être un peu plus, là, plus loin. Là. Ouais, c'est ça. Ce qui nous amènerait à
ensuite, notre deuxième étape du pipeline comme tel, c'est des règles légèrement plus complexes, mais on parle de déduplication d'alerte et corrélation d'alerte. Déduplication est plutôt simple aussi, mais c'est sur un niveau différent. Essentiellement, quand on a des attaques qui font beaucoup de signaux, comme des dénis de service ou du scanning quelconque, on va pouvoir combiner des milliers, des dizaines de milliers d'alertes parce qu'ils visent la même cible, la même victime. On va pouvoir combiner ça dans une seule alerte plutôt qu'avoir 20 000 alertes, ce qui va considérablement simplifier le travail de engineering, disons. Et l'autre partie de corrélation, ici, corrélation, on parle de corrélation en différentes alertes, mais qui sont reliées à la même activité. Donc, admettons, il y a de l'activité post-exploitation pour un utilisateur spécifique, sur une machine spécifique. On va peut-être avoir 3 signaux rapidement dans le temps qui sont tous à propos de la même chose, mais c'est 3 détecteurs différents. Bon, on va les grouper ensemble parce que c'est un pattern qu'on a vu par le passé. Ça va faire une alerte au lieu de 3, mais ça peut être plus grand que ça. À ce niveau-là, est-ce qu'on déjà les alertes sont classifiées en termes de choses? Parce que là, tu demandes la corrélation, c'est des alertes qui sont de la même nature, si on veut. Est-ce que cette classification est déjà faite? Ou c'est un peu à cette étape-là que vous, par vos filtres et vos modèles, vous êtes capable déjà de faire ce regroupement-là? C'est un plus gros volume de données, ça demande plus de puissance, là. Ça, c'est une bonne question. C'est un bon point. En fait, essentiellement, nous, on ingère des données Sophos ont leur propre EDR. Donc, on a des alertes de Sophos, mais on a aussi de l'ingestion de third-party vendors, des clients. Donc, si les clients ont des alertes de sécurité d'un paquet de senseurs, ça peut être même des firewalls, du malware detection sur les machines, peu importe. Donc, tous ces signaux, en fait, on a une équipe au complet qui va travailler à normaliser les signaux dans un même, c'est comme un même format, comme on peut penser comme un format JSON standard pour toutes les alertes. Donc c'est quand même un travail difficile et moi, heureusement, je peux juste bénéficier du travail que ces pauvres équipes font à normaliser toute le data qu'ils reçoivent. Essentiellement, tu vas souvent avoir le même type de data, mais il va y avoir des petits changements, des fois des champs qui vont manquer, d'autres non. Fait que oui, il faut un travail de normalisation avant de pouvoir être traité. Ouais. Et dans ce travail de normalisation, là, même si c'est pas directement dans ton champ de travail, comme tu dis, heureusement, j'imagine qu'il y a de l'enrichissement aussi qui se fait un peu là, parce que là, tu parlais de classes d'attaque rendues en corrélation. Ces informations-là doivent être au minimum un peu mis en amont pour que ça facilite le travail quand vous arrivez à l'étape de corrélation. Mais essentiellement, en termes d'enrichissement, ça va être surtout prendre les informations qui viennent du détecteur. Puis après ça, soit la plupart, c'est vraiment de prendre les informations du détecteur ou sinon où le détecteur où l'alerte a lieu. Donc, vraiment les points clés qu'on va utiliser de façon générale, ça va être vraiment comme le nom de l'alerte, l'endroit où l'alerte a lieu. Puis après ça, tout ce qui est entité qu'on appelle donc les utilisateurs, l'adresse IP, le hostname, des trucs comme ça liés à l'alerte. On va tout capturer ça dans le standard, dans le format. Pour après ça pouvoir exactement comme corréler des alertes entre elles ou savoir, c'est 20 000 alertes, visent toute la même machine, c'est un déni de service. Ouais. Enlever les duplications est assez facile en termes de machine, mais la corrélation demande quand même une fenêtre d'analyse qui va être assez grande et qui va amener peut-être une certaine complexité. Ouais, en fait, la corrélation, il y a des moyens. Ici, on parle vraiment de corrélation de base. Donc, on va avoir un temps fixe dans le temps. Je crois que c'est 1 mois, mais ça peut varier pour nous. Et après ça, la corrélation va être essentiellement, il y a un peu plus de engineering, disons, à faire. On va avoir besoin de bases de données qui vont garder les comptes de qu'est-ce qu'on a vu par le passé ou non, mais ça reste essentiellement une recherche basique sur le fait est-ce que j'ai vu ça ou non par le passé. Tu peux peut-être mettre des limites sur
est-ce que je l'ai vu une ou deux fois ou pas du tout, ou est-ce que j'ai vu une ou deux fois ou 100 fois dans le dernier mois, mais pour l'ensemble, il y a pas, on parle pas de détection d'anomalies ou de machine learning encore, c'est vraiment basique étant donné la grandeur des données. Oui, ben c'est ça, on est encore dans le très grand. Là. C'est juste pour avoir peut-être de bien cadrer où c'est arrivé et justement comment cette analyse-là. Puis effectivement, il y a un peu d'ingénierie qui est faite pour être capable de justement ramasser les bons compteurs, les bonnes informations pour que ça soit encore très, très rapide. Une fois que la corrélation est faite, la duplication et la corrélation est faite, là, on passe à l'étape suivante qui est un peu plus coûteuse. Ouais. L'étape suivante, c'est un peu dans le même contexte, mais maintenant, on regarde des cas spécifiques, des clients spécifiques, des situations spécifiques. Donc, c'est l'étape qu'on appelle la suppression. Ça va être essentiellement, il y a beaucoup de situations où des alertes vont être bénins ou des faux positifs, mais seulement pour un cas particulier. Donc, un exemple concret serait une entreprise spécifique qui roule du scanning de vulnérabilité, des scans de vulnérabilité de façon euh, euh, peut-être une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Donc, on sait qu'un scan de vulnérabilité venant de cette machine pour cette entreprise est bénin. Donc, on va pouvoir créer une alerte qui va automatiquement fermer les alertes dans ce cas, ou admettons des alertes qui viennent de DNS Cloudflare, qu'on sait que c'est légitime, on sait que Cloudflare n'est pas malveillant. Donc ici, ça va être un plus petit filtre, et puis ça va être tous les cas, les cas plus particuliers pour les entreprises, pour les utilisateurs, qu'on sait qui est relativement simple, encore on ne parle pas de machine learning ou quoi que ce soit. Mais ouais. Ouais, mais là, ça devient des choses paramétrées par le client et ou par l'ingénieur qui supporte le client justement pour retirer. Là, ça demande une connaissance un peu plus fine de l'environnement. Donc, ça demande donc ce contact avec le client qui va expliquer ouais, moi, je fais des scans à toutes les semaines, ou oui, moi, j'utilise Cloudflare, ou non, j'utilise pas Cloudflare. Donc, de revenir de préciser davantage sur des règles encore relativement simples. Ouais. Ouais, mais des fois, ça peut être aussi du côté des threat researchers, je sais pas comment on appelle en français, où on va avoir des indicateurs malveillants qui sont incorrects, qui sont erronés, mais une fois qu'ils sont là, ben, on va vouloir les bloquer parce qu'on sait qu'en fait, c'est bénin. C'est une erreur de. Ça a été publié, mais c'est faux, c'est une erreur. Maintenant, on le sait. Donc, ça, on va pouvoir créer des alertes de suppression pour ces alertes incorrectes qui peuvent être peut-être à l'ensemble des clients, mais c'est pour un indicateur particulier. Intéressant. Et ensuite, là, quand on continue plus loin que ces éléments-là, quelle est la prochaine étape de filtrage? Ben maintenant, on arrive à l'étape finale du pipeline d'alerte, qui est en fait la priorisation d'alerte. Et c'est maintenant ici essentiellement, on va jouer avec le fait que les alertes viennent avec une sévérité. Donc, la grande majorité des détecteurs, que ce soit Sophos ou externes, vont la grande majorité du temps avoir une sévérité associée avec l'alerte comme telle. Après, la sévérité n'est pas une vérité absolue, c'est pas nécessairement relativement précis, mais ça va donner une idée de est-ce que je devrais regarder cette alerte ou non. Donc, essentiellement, ce qu'on va faire avec ça, c'est faire deux catégories, disons, regroupements d'alertes, où on va avoir une alerte, un groupe avec les alertes de sévérité haute ou plus, ou l'équivalent numérique, dépendamment du détecteur, ou un autre catégorie des alertes de sévérité médium ou plus basse. Et essentiellement, ce qu'on va faire avec ces deux regroupements d'alertes, c'est les alertes de sévérité plus haute. On va appliquer un modèle de machine learning global qu'on peut finalement implémenter maintenant qu'on est rendu à une quantité de données qu'on peut gérer. Puis les alertes de niveau plus bas vont servir plus tard à venir bonifier n'importe quelle menace que les modèles découvrent.
C'est intéressant que tu parles des alertes à choses plus basses parce que jusqu'à relativement récemment, on avait tendance à les discarter, à les supprimer rapidement quand on est en train de se rendre compte ou admettre finalement maintenant que deux bases peuvent donner un autre. On est un peu plus dans cette réflexion-là. Comment vous avez justement allé faire changer le statut de ces alertes basses ou comment celles-ci viennent euh, complémenter ce que vous avez dans d'autres places dans la recherche? Euh, donc, essentiellement, admettons, parce que l'exemple donné dans... Bon, on va peut-être pas aller dans l'exemple tout de suite, mais essentiellement, on va nous, dans notre priorisation d'alerte, en fait, on a un modèle qu'on a entraîné un modèle de machine learning supervisé qu'on entraîne avec des données historiques. Puis, ce qu'on va avoir avec ça comme output, c'est une probabilité qu'une alerte est une menace ou non. Et on fait ça, on peut entraîner ça avec notre historique de données. On sait ce que les analystes ont choisi, on fait sur des alertes par le passé. Donc, on a du données, on a des données, on a des étiquetages pour les données. Et essentiellement, avec ça, on peut avoir un modèle qui prédit une probabilité de est-ce qu'une alerte est une menace ou non. Une fois qu'on a des menaces identifiées par modèle, bon, on a peut-être deux menaces, admettons, pour un client particulier. Après ces deux menaces, c'est un peu difficile de savoir tout le contexte autour. C'est peut-être deux alertes de login anormal. Après, est-ce que c'est malveillant ou non? C'est difficile à dire. C'est là qu'on va aller chercher. En fait, on va aller chercher des alertes de niveau de sévérité plus basse, mais seulement pour le même temps, dans la même, disons, journée, admettons, qu'on a vu les autres alertes, pour le même utilisateur sur la même machine. Donc, on va être assez précis, étant donné qu'on a identifié seulement deux alertes, qu'on va pouvoir ramener toutes les autres alertes qu'on pourrait voir plus basses. Puis après ça, avec le regroupement de toutes ces alertes-là, on va pouvoir être plus confiant de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment ou non. C'est souvent comme les alertes à sévérité plus basse, peut-être qu'on a une ou deux, c'est la plupart du temps un faux positif, mais après, si on a deux alertes hautes, puis 7 alertes basses qui semblent corrélées sur un type d'attaque pour le même utilisateur dans un temps précis, on peut être plutôt confiant qu'il y a quelque chose qui se passe puis qu'on devrait contacter le client. OK, je vais le reprendre, je vais le renommer parce que juste pour être sûr que j'ai bien saisi. Vous avez des alertes d'un niveau un peu plus élevé. Vous roulez votre moteur qui a été entraîné par l'historique de ce que vous faites. Et si ce moteur-là juge que cette alerte-là, dans un niveau médium, elle a un potentiel problématique, et là, elle fait revenir les autres alertes qui ont, elles, été classées plus basses. Et par ces informations complémentaires-là, elle est capable de mieux évaluer si cette alerte-là, elle est un faux positif ou elle est pas une menace potentielle et va continuer le chemin. En fait, pas exactement. En fait, à ce niveau-là, le modèle comme tel va vraiment travailler seulement sur les alertes hautes ou plus. Donc, le modèle va vraiment faire, ça va être entraîné sur des données historiques, puis après ça, on l'applique à toutes les nouvelles alertes qu'on voit. Essentiellement, on va l'utiliser pour deux buts principaux. Le premier va être de n'importe quelle alerte que le modèle identifie comme très peu probable d'être une menace. On va simplement fermer l'alerte automatiquement pour libérer encore plus, réduire le bruit pour les analystes par la suite. Et sinon, à l'opposé, les alertes que le modèle prédit qui sont une menace, bien, on va pouvoir mettre à jour la sévérité pour mieux refléter vraiment le danger comme tel. Et en fait, ça va être ça va être ce que le modèle va sortir comme output, disons. Et tout ce qui est fait de ramener des alertes de sévérité plus basse, ça va être vraiment le processus manuel de triage d'alertes. Donc, on va avoir un analyste dans un SOC qui va regarder le output de notre modèle, deux alertes. Puis après ça, lui, manuellement, va pouvoir ramener
automatiquement, mais c'est un processus dans un UI et quoi que ce soit qui va ramener n'importe quelle autre alerte pour le même utilisateur. Et après ça, c'est vraiment un processus d'analyse manuelle, de regarder les alertes comme telles. Et, ouais. Ok, je comprends mieux. C'est que le modèle va donner à l'humain à l'analyste qui reçoit. Et lui va, s'il a besoin d'avoir d'informations complémentaires, aller chercher l'information qui existe encore Ouais. pour appuyer. Puis, justement, comme ce modèle-là est appuyé sur des données historiques, j'imagine que la décision de l'analyste qui va être prise va réalimenter la boucle justement pour préciser le modèle ou mettre à jour le modèle puisque les ménages changent. En fait, ça, c'est une très bonne question. Et il y a deux aspects importants par rapport à ça. En fait, le premier aspect, au niveau du modèle, on parle d'un modèle de supervisé, on l'entraîne de façon à chaque semaine. Après, les prédictions du modèle ne sont pas utilisées pour n'importe quelle prédiction que le modèle a fait n'est pas, puis qu'un analyste a agi ou pas dessus, ne sont pas utilisées pour réentraîner des modèles futurs. Et ça, c'est essentiellement une limitation de l'apprentissage machine supervisé dans le sens où un modèle qui apprend ses propres décisions va se dégrader petit à petit dans le temps. Et c'est particulièrement dangereux quand tu agis dans un SOC où tu pourrais essentiellement commencer à plus avoir de données d'entraînement et seulement 1 an plus tard, 2 ans, voire peut-être 2 ans plus tard, maintenant avoir un modèle qui est plus capable d'apprendre et qui performe mal et tu es un peu maintenant pris au piège de ta propre boucle de Oui, désapprentissage. au niveau LLM, je savais qu'effectivement, le LLM ne peut pas se réentraîner sur ses données parce qu'il va finir par se corrompre et donc se dégrader, comme tu mentionnes, mais je ne savais pas que dans un contexte comme celui-là aussi, cet effet de dégradation était aussi présent Ouais, dans le modèle. ouais, c'est présent pour en apprentissage machine en général. C'est un peu le principe de quand on crée un modèle, il va chercher des patterns, mais il va essentiellement chercher à faire un modèle, trouver des patterns globaux, puis avoir un modèle qui généralise. Donc, fondamentalement, ça va enlever tous les petits outliers, puis un peu la distribution, ça va changer la distribution des données. Parce que plus à plus, on va comme aplatir la distribution, on va avoir une distribution un peu plus synthétique de qu'est-ce que le modèle a trouvé. Et c'est pour ça qu'il faut, en fait, ce qu'on fait dans notre cas, c'est garder un ensemble de données à part sur lequel le modèle n'agit pas. Donc, on garde 7% des données, ça dépend, 5 à 10% des données qu'on va simplement, on va regarder ce que le modèle prédit, mais on va pas agir, on va pas augmenter la sévérité ou fermer les alertes, puis on va envoyer ça aux analystes du SOC pour pour qu'ils font le triage normalement. Puis après ça va nous donner une façon de connaître, comment notre modèle performe. On va pouvoir comparer la prédiction du modèle avec ce que l'analyste a établi. Donc, ça nous permet de faire du monitoring live, savoir les faux négatifs et savoir quelles alertes on aurait mal fermées. Puis après, ça va aussi permettre d'avoir des données d'entraînement, justement, pour des modèles futurs qui ne sont pas biaisés par le modèle comme tel. C'est très intéressant. Puis merci de partager justement ce volet-là de comment vous sélectionnez vos données pour l'entraînement ou l'amélioration du modèle et comment vous benchmarkez l'efficacité du modèle dans le temps. Puis c'est très intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui sont au courant de cette approche-là et qui vont prendre des raccourcis qui sont potentiellement dangereux sur la dégradation du modèle avec le temps. Là. Ouais, ça c'est très spécifique à avoir un modèle qui roule en production sur un grand nombre de données puis qui impacte dans un contexte de sécurité aussi particulièrement, c'est très dangereux de manquer des attaques. Ça peut avoir des conséquences néfastes, surtout pas juste économiques, mais aussi pour la compagnie, pour les utilisateurs. Mais c'est vraiment le fait de rouler en production. Essentiellement, souvent, on peut faire un modèle, on peut faire de l'expérimentation, de la recherche, faire un modèle qui va avoir des bonnes métriques sur l'entraînement dans le temps. On va avoir les métriques
comme un accuracy, précision, recall et tout ça. Et même s'il performe bien sur ça, une fois que le modèle agit dans un vrai système, il y a un autre processus d'évaluation du modèle qui doit être fait, qu'on fait le monitoring du modèle dans un vrai scénario pour être certain qu'il agit de la façon qu'on aurait prévu selon l'évaluation historique. Et c'est exactement ce que nos données à part nous permettent de faire avec le modèle. Cool. À partir de là, si on revient à l'enchaînement, donc maintenant on est rendu à l'humain a fait son travail, a déterminé si c'était un ou pas un positif, puis là ensuite l'information est communiquée au client, c'est bien ça? Si on détecte si on détecte qu'une attaque comme telle, oui. Encore même après tout ce filtre, la grande majorité des alertes vont être soit légitimes ou des faux positifs ou de l'activité autorisée, un utilisateur qui voyage en vacances, mais qui s'est connecté au. C'est le classique. C'est une anomalie et un attaquant qui se connecterait d'un autre pays aurait le même signal. Mais dans ce cas-ci, on sait que l'utilisateur est parti en vacances. On sait que c'est bénin, mais ça serait quand même au final dans la liste d'alertes. Avec un potentiel. Fait que là, on arrive aussi, donc ça complète le premier bloc, c'est ça? Ouais. Puis là, le deuxième, c'est un exemple réel dans lequel, est-ce que je vais te laisser présenter? Oui, donc c'est ça, la première partie, c'est vraiment tout le filtre qu'on fait à travers le temps pour filtrer le bruit. Et essentiellement, la deuxième partie, c'est regarder une fenêtre de 2 semaines de données. Donc, on part de 9,7 billions d'événements. On passe à travers les différentes étapes pour ensuite identifier qu'est-ce qui pourrait être associé à de l'activité d'InfoStealer, qui est un type de malware spécifique qui va chercher à voler des mots de passe, voler des données de browser d'un utilisateur. Et c'est particulièrement dangereux parce qu'on peut voler des sessions sans avoir à tout compromettre la machine comme telle. On va avoir d'un coup les accès de l'utilisateur. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, c'est la deuxième partie, on regarde à 2 semaines de données. On part de 9,7 billions. On arrive à 81 000 alertes après tout ce filtre. Après la priorisation, puis essentiellement ça divisé par des milliers de clients, ça nous ramène à essentiellement un peu moins de 50 alertes par client. Et c'est là qu'on peut visualiser un client spécifique de ces milliers de clients, qu'une liste de 7 alertes où on peut identifier, commencer à creuser pour trouver l'infostealer. 7 alertes, c'est pas beaucoup sur 2 semaines. C'est une demi-alerte par jour. Sur ces 7 alertes-là, comment on peut ensuite découvrir que c'est un info-stealer? Qu'est-ce qui mène à la conclusion de l'info-stealer? Oui, donc en effet, ici, on n'a pas beaucoup d'alertes. C'est pas. Évidemment, j'ai pris un cas qui se démontrait bien pour la présentation. Des fois, on va peut-être avoir 70, 100, 150 alertes qui va être un peu plus de travail pour les analystes, mais ça reste parfaitement, on peut gérer ça de façon manuelle. Mais ici, on a 7 alertes qui identifient bien un peu l'ensemble du filtre et comment on se retrouve. Essentiellement, ici, on a 2 groupes d'alertes dans nos 7 alertes. On a plusieurs alertes de données d'identification d'utilisateurs qui ont été volées pour un identifiant anonymisé, mais c'est des vrais cas. Et ici, essentiellement, on a ça et une autre partie, on a des vols de mots de passe. C'est tout ce qu'on a comme information en regardant dans la liste des alertes, disons. Et essentiellement, les 4 alertes de vol d'utilisateurs sont en fait bénins, sont légitimes. C'est simplement après qu'on peut contacter le client et voir, et en fait, c'était légitime, il n'y a pas eu de vol. Et vraiment, après tout ce filtre, les analystes de SOC doivent quand même
filtrer à travers des alertes légitimes et non. Et ça, c'est difficile. C'est des cas où c'est vraiment difficile de savoir vraiment si ça aurait été si c'est légitime ou non. Et donc, c'est quand même bien de les ramener. Mais à travers ces 7 alertes, on a 2 alertes spécifiques qui sont des alertes de vol de mot de passe et particulièrement la probabilité du modèle de priorisation est haute pour ces 2 alertes, ce qui donne une indication qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et c'est là qu'on va sélectionner ces alertes. Puis un analyste essentiellement ramènerait toutes les alertes pour ce même utilisateur sur cette même machine pendant les 2 semaines. Et c'est ce que je montre dans ma présentation après où on obtient maintenant 5 alertes, dont nos 2 alertes de haute sévérité. On ramène 3 alertes de sévérité plus basse qui sont essentiellement pour le même utilisateur, la même machine. Et étant donné le regroupement, on peut visuellement voir clairement qu'il y a une attaque d'infostealer qui se passe, étant donné que les deux des 3 alertes ramenées de plus basse sévérité sont des détections de malware d'infostealer et une autre est une attaque, est une détection de. En fait, la première est une anomalie au niveau du programme qui s'est connecté à une adresse IP de façon anormale, donc pour la première fois. Et ça, c'est essentiellement le début de l'attaque. Puis après ça, des détections d'infostealer puis de vol de mot de passe. C'est intéressant de la façon, puis là, dans le fond, ça vient expliquer la question que j'avais posée très récemment sur comment les alertes reviennent, dans le fond, dans ce contexte-là. Et donc, puis pour reprendre de mon expérience d'avoir opéré dans un SOC, quand ça arrive à ce moment-là, l'analyste a vu justement, là, il sortait, ces analystes-là, on va creuser. Et là, on voit un peu comme ce que la plupart des EDR font, une espèce de hiérarchie de séquencement dans le temps. Et là, à partir de ce séquencement-là, ben là, l'analyste peut clairement voir ou plus facilement voir que ce que tu mentionnes. Ouais. Et c'est surtout, en fait, ça semble banal quand on regarde la liste finale des 5 alertes parce qu'on voit essentiellement des alertes de InfoStealer. On pourrait se dire, on aurait pu regarder les alertes d'InfoStealer à la base. Mais le problème, c'est que ces alertes-là sont très majoritairement des faux positifs. Ce qui est souvent le cas pour beaucoup d'alertes. C'est difficile d'identifier correctement des menaces. Et ici, c'est vraiment le fait d'avoir une combinaison de signaux qui indique la même attaque, un InfoStealer sur cette machine pour cet utilisateur-là. Donc, une fois qu'on a assez de signaux, l'analyse de SOC peut être assez certain qu'il y a un InfoStealer qui roule. On devrait contacter le client pour en réimager et tout le tralala. Et faire tout le traitement qui est avec. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de ce cas-là qui sont partageables sur un podcast, on s'entend? Là? J'imagine qu'il y avait des choses plus faciles en présentation. Là. Tout, dans la présentation, tout était anonymisé, mais c'est un vrai cas qu'on a vu pour un client. Et il y a aussi essentiellement le reste de description un peu, c'est bien d'avoir les 5 alertes comme telles qui donnent clairement une indication. Il y a probablement un InfoStealer qui roule, mais après aussi, si on se rappelle, on parle d'événements ici, de le signal de base avec quoi on est parti au début, et on peut aller regarder cette liste de signaux pour toutes nos alertes pour avoir un peu une liste qui donne un peu une histoire, disons, de ce qui s'est passé. Parce que quand on fait ça, on peut voir que le programme qui était l'anomalie à la base, c'est en fait un PDF editor.exe qui est un exécutable qui a roulé en premier et après ça qui a généré des alertes de vol de mot de passe. Donc, c'est probablement un InfoStealer que l'utilisateur a téléchargé de l'Internet ou qu'il a eu par courriel. Et ensuite, on peut voir que le même exécutable ouvre des connexions network par l'extérieur. Et ça, c'est en regardant les lignes de commande
sous-jacente des alertes comme telles. On peut voir qu'il ouvre une connexion network, prend vers un command control server ou des trucs comme ça. Et ensuite, on commence à voir des alertes d'info-stealer. Et on peut voir ici les alertes qui sont non dédupliquées. Donc, on voit plusieurs alertes d'info-stealer, plusieurs alertes de vol de mot de passe. Puis ensuite, une autre alerte de cloud maintenant, mais de vol de mot de passe encore. Donc, en regardant les événements sous-jacents, après avoir tout filtré, tout combiné, on peut voir clairement qu'on a un info-stealer qui roule, le PDF editor.exe, l'exécutable, et on a un peu plus l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé pour ce pauvre utilisateur. Qui malheureusement s'est fait coincer, mais que vous avez détecté rapidement. Ouais. Merci. C'est très intéressant. Ça donne un regard sur l'arrière-scène de ce qui se passe. Notamment dans le traitement de données massives, qui est dans ce contexte-ci, qui permet de facilement l'analyse d'arriver à une conclusion et de retourner aussi en arrière, d'aller puiser dans les données d'origine puis d'être capable de faire ça. Fait que de voir les deux chemins, je trouve ça très intéressant. Et je pense, en tout cas, j'espère que ça l'a permis à Jean de mieux comprendre ce qui se passe en arrière de ça, puis toute la beauté de ces systèmes-là, finalement. Ouais, j'espère bien, ouais. Merci.